Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du Dessous des Datas. Je vous propose aujourd'hui de regarder ce qu'on peut anticiper, ce qu'on peut attendre autour de la Banque centrale américaine, une banque centrale américaine qui est tiraillée par un environnement économique particulièrement difficile à saisir, qui subit, comme toutes les autres grandes banques centrales, l'impact du Moyen-Orient sur les anticipations d'inflation, mais qui subit aussi un autre élément de volatilité, une autre source d'incertitude avec l'arrivée d'un nouveau président. Alors, qui dit nouveau président de la Banque centrale américaine dit peut-être changement en termes de communication. Ce sera sûrement l'élément le plus important. On sait que le président de la Banque centrale a un rôle important dans la communication extérieure des décisions des différents membres du comité de politique monétaire. Il prend pas tout seul les décisions, il faut quand même le rappeler. C'est qu'une voix parmi 12 votants, mais il joue quand même un rôle central dans l'orientation de la communication, dans son rôle pour guider les anticipations des marchés. Et donc là, on est quand même sur quelqu'un qui devrait marquer une vraie rupture, peut-être l'une des ruptures les plus importantes qu'on a pu observer au cours de ces dernières années, puisque lorsqu'on regarde, que ça soit Bernanke qui succédait à Greenspan, Yellen à Bernanke ou même Monsieur Powell qui succédait à Yellen, on était toujours un peu dans une sorte de continuité en termes de communication, en termes de choix, en termes d'orientation de politique monétaire. Est-ce qu'on est sur un véritable changement avec l'arrivée de Kevin Warsh? Naturellement, il faut approfondir ces différents propos. Il faut tenir compte aussi le fait, encore une fois, qu'il n'est pas tout seul à décider, mais il pourrait vraiment modifier profondément la communication de la Banque centrale. Et donc, forcément, ça va influencer le comportement des marchés, la volatilité sur les marchés. Ça affectera naturellement l'évolution du dollar, de la bourse. Est-ce que c'est une source de volatilité supplémentaire? On va voir que par certains points, il pourrait créer un peu plus de volatilité, mais est-ce qu'il va surtout marquer un vrai changement dans la façon, dans la fonction de réaction de la Banque centrale américaine? On va voir ça un peu dans tous les détails. Alors, première chose, avant de commencer, avant de parler de ce que nous a plus ou moins annoncé Kevin Warsh sur sa future présidence, premier élément, il faut regarder un petit peu comment ont évolué les anticipations en termes de politique monétaire aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on regarde les futurs, les marchés qui aujourd'hui price l'évolution des taux d'intérêt américains, des taux directeurs américains, on est quand même sur une évolution particulièrement marquante. Il y a encore 3 mois, il y a 3 mois, c'est pas si vieux que ça, on était sur l'idée d'une banque centrale américaine qui allait baisser ses taux de manière assez modérée, mais on était quand même sur plusieurs baisses des taux d'ici la fin de l'année, avec un mouvement de stabilisation des taux directeurs sur l'année prochaine, avec l'idée plus ou moins que la Banque centrale américaine, au niveau de taux actuel, mène une politique monétaire légèrement restrictive et on devait revenir vers des taux plus neutres, face à une inflation qui était appelée à diminuer, à ralentir, puisqu'on avait peut-être un petit choc inflationniste lié à la hausse des droits de douane, mais on n'était pas du tout sur une boucle prix-salaire et on n'anticipait pas du tout un risque inflationniste durable. On observait aussi quand même les parties de l'économie sensibles au taux d'intérêt, hors investissement autour de l'intelligence artificielle naturellement, mais on observait que quand même, hors cet effet intelligence artificielle, on avait quand même une économie qui commençait à souffrir de cette politique monétaire, que ça soit au niveau du marché immobilier. Et on le voit, le marché immobilier américain est dans une situation quand même très difficile. On le voyait aussi au niveau des ménages qui commençaient à avoir véritablement une pression très forte sur leur crédit à la consommation. Les taux d'intérêt sur les crédits à consommation sont aujourd'hui réellement un frein à la consommation des ménages. Et donc, tous les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt étaient clairement dans une situation difficile. Et si on avait retiré tout ce qui est investissement autour de l'IA, autour de l'intelligence artificielle, on serait sur une économie américaine qui verrait une croissance particulièrement faible, voire peut-être potentiellement sur certains trimestres un recul assez significatif de son activité, ce qui montre bien que la politique monétaire est restrictive. Alors, il faut quand même tenir compte des données statistiques et de l'IA notamment, qui reste un élément de soutien à court terme. On voit aussi que quand même le marché du travail est plutôt résilient, même si on crée pas, mais on licencie pas au niveau de l'emploi des entreprises, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez atypique, un marché du travail qui est relativement stable, un taux de chômage qui reste bas, et donc on était dans une situation où on pouvait se dire que globalement, avec une désinflation qui se poursuivait, la Banque centrale pouvait quand même
même un petit peu mettre moins de pression sur l'économie réelle hors intelligence artificielle et donc avait de la marge pour baisser ses taux. Il y a encore un mois, on était plus sur un scénario de statu quo, hein. On était plus sur l'idée que la Banque centrale américaine ne devait rien faire, hein. On était sur l'idée que certes, l'inflation allait rester sûrement beaucoup plus forte, beaucoup plus longtemps qu'envisagé à cause de ce choc du Moyen-Orient, de cette inflation importée liée au prix énergétique, mais on n'était pas non plus sur un scénario si noir que ça, puisque le prochain mouvement était attendu plutôt sur une baisse des taux en 2027. Donc c'était juste un report de la baisse des taux, pas une remise en cause, et l'idée que finalement la Banque centrale allait être prudente face à une inflation qui était un peu plus au-delà de son objectif et qui allait persister au-delà de son objectif. Et ce qui a changé sur les dernières semaines, hein, c'est naturellement ces anticipations de hausse des taux. Alors certes, on n'est pas sur une hausse des taux durable. On pense que d'ici, ça serait plutôt un effet technique, un effet, on remonte les taux d'ici la fin d'année pour essayer un peu plus d'appuyer sur le frein sur l'économie américaine pour vraiment rassurer sur les anticipations d'inflation et vraiment ancrer ces anticipations d'inflation. On n'est pas sur un scénario de boucle prix-salaire, sinon on aurait poursuivi cette hausse des taux en 2027. Donc les marchés sont encore assez sur l'idée d'une Fed relativement colombe, hein, mais on est quand même sur l'idée que la Banque centrale américaine va devoir relever ses taux parce qu'on a une économie américaine résiliente, parce qu'on a un marché du travail qui ne se dégrade pas et qu'on est sur un vrai choc inflationniste qui pourrait persister et qui entretient aujourd'hui les anticipations d'inflation des ménages. Et donc, pour ancrer ces anticipations, pour éviter que le marché obligataire ne s'emballe et pense que la Banque centrale va laisser filer l'inflation, il faut rester crédible dans sa politique monétaire et donc il faut monter les taux directeurs. Donc le marché se dit qu'une petite hausse de 25 points de base, c'est un moindre mal, hein. On pèsera un petit peu plus sur la croissance et les secteurs de l'économie américaine qui sont sensibles au taux d'intérêt, mais d'un autre côté, hein, ça traduira finalement une certaine crédibilité de la Banque centrale américaine à vouloir limiter les anticipations d'inflation, à ancrer les anticipations d'inflation et limiter les craintes d'inflationnistes sur le marché obligataire. Donc ça, c'est un peu le cadre général qu'on pouvait faire, d'où le fait qu'on a quand même pas mal de membres aujourd'hui du comité de politique monétaire américain, du FOMC, hein, qui annonce clairement que la Banque centrale américaine reste vigilante, que si l'inflation persiste, ils n'hésiteront pas, ils monteront les taux. Entre-temps, on est plutôt sur l'idée d'un statu quo. Donc voilà un peu le cadre global. Et face à ça, bah, on a l'arrivée de ce nouveau président de la Banque centrale américaine, Kevin Warsh. Alors Kevin Warsh, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui a déjà été gouverneur de la Banque centrale américaine, qui depuis 15 ans maintenant se montre très critique sur la politique monétaire menée par la Banque centrale américaine et qui promet pas mal d'évolutions en termes de communication, en termes de façon de réagir de la part de la Banque centrale américaine. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'il a dit de son audition au Sénat, hein, qui a été très importante, avec une partie écrite et une partie dans les questions-réponses, et essayer de cerner un petit peu sa philosophie et quelle est un petit peu sa vision de la politique monétaire américaine, même si, je tiens à le préciser tout de suite, il a été très prudent. Il ne s'est pas du tout mouillé sur ce que fera à court terme la Banque centrale américaine. Il ne nous a pas donné d'indication s'il fallait monter les taux, baisser les taux, qu'est-ce qu'il fera à la prochaine réunion. Le 17 juin prochain, ça sera son premier FOMC, sa première conférence de presse à l'issue de ce FOMC. Ça sera naturellement très suivi le 17 juin prochain, mais ça ne nous dit rien sur ce que fera la Banque centrale et sur sa décision. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même un petit peu tout ce qu'il nous a dit sur sa philosophie. Alors, premier élément, et ça c'est un élément clé qu'il va falloir avoir en tête dans sa communication, il considère que la Banque centrale américaine a un seul objectif, l'inflation. Que la Banque centrale américaine s'est trop éparpillée dans plein de missions différentes, dans une volonté de stabiliser les marchés à tout prix, dans une volonté de régulation bancaire, dans une volonté aussi d'être une sorte d'assurance pour les marchés. Lui, il revient très clairement en arrière par rapport à tous ces points. Alors, je vous cite juste deux phrases qu'il a dit au niveau du Sénat, hein. Le Congrès a confié à la Banque centrale la mission d'assurer la stabilité des prix sans excuses ni équivoque, sans argument ni angoisse. Donc ça veut dire qu'il y a un objectif,
l'inflation, l'inflation et l'inflation, et on doit se focaliser là-dessus. Deuxième point important de ce qu'il indique, hein, l'inflation est un choix et la Banque centrale américaine doit assumer cette responsabilité. Point important, l'inflation est un choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez de l'inflation, si c'est de l'inflation importée parce que la hausse des prix est liée à une forte hausse des prix du pétrole, si aujourd'hui, si l'inflation est trop forte, c'est votre choix parce que vous devez agir en conséquence de cette inflation. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas à dire ponctuellement il y a une hausse des prix, ponctuellement il y a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Ça peut laisser justifier que on laisse filer un petit peu cette inflation. Donc il est quand même sur quelque chose qui est très Friedman, hein, quelque part, il est très monétariste, hein. Vous savez, Friedman qui disait que l'inflation est toujours et partout un phénomène purement monétaire. Ben, on retrouve un peu cette vision un peu monétariste. L'inflation est une décision de la Banque centrale. Ça veut dire quoi? Ben, l'inflation est décidée, contrôlée et dépendant des décisions de la Banque centrale américaine. C'est pas quelque chose qui s'impose à la Banque centrale américaine, mais c'est un choix de la Banque centrale américaine de laisser éventuellement passer dériver les prix, laisser l'inflation s'accélérer. Et donc, la Banque centrale a un seul et unique objectif, ça doit être son objectif sur l'inflation et ne pas laisser filer les prix. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'il indique clairement qu'il est en grande partie monétariste. Alors ça veut dire aussi, il indique très clairement qu'il faut changer la communication de la Banque centrale. La Banque centrale n'a pas besoin véritablement de communiquer trop en profondeur sur ce qu'elle va faire, de fournir des forward guidance, hein. Ils considèrent aujourd'hui que la communication de la Banque centrale est trop importante. Elle cherche trop à ménager les investisseurs, à donner trop d'informations. Ils considèrent aujourd'hui que ça n'a pas beaucoup de sens, hein, de fournir des idées de projection de croissance, d'inflation. Donc, vous savez, le fameux plot dot, hein, dot plot, hein, vous savez, ce graphique qui nous donne les anticipations de taux directeurs des différents membres à chaque fin d'année. Bon, bah, il estime que ça, c'est une mauvaise indication. D'une part, ça contraint la Banque centrale américaine dans un scénario et ça l'empêche de réagir peut-être beaucoup plus rapidement qu'elle le souhaiterait. Et puis d'autre part, ça donne une illusion que tout est prédéfini à l'avance. Lui, il est pour changer en partie les indicateurs. Il estime que la Banque centrale américaine doit regarder les tendances, pas s'arrêter aux chiffres à proprement dit, hein. D'ailleurs, il a dit faut arrêter de regarder les chiffres après la virgule, il faut regarder le premier chiffre devant la virgule, hein. Donc déjà, arrêtons de vouloir regarder les choses au dixième près, hein. Et il estime que beaucoup d'indicateurs que prend en compte la Banque centrale américaine sont des indicateurs retardés et il milite pour l'utilisation des indicateurs beaucoup plus haute fréquence, de nouveaux indicateurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait avoir une évolution dans les indicateurs de référence. Alors, ça pose plusieurs problèmes quand même, ces changements de communication. D'une part, pas de forward guidance, bah, c'est tout le paradoxe. À la dernière réunion de politique monétaire, hein, les membres ont beaucoup débattu sur cette forward guidance, hein. On était sur un biais légèrement baissier et certains membres ont voté contre le communiqué à la finale parce qu'ils voulaient mettre un biais haussier. Donc, vous voyez que déjà, c'est au cœur des discussions et lui, il dit tout ça, on oublie, on n'en tient pas compte. Donc déjà, il va y avoir un changement de style important s'il impose ce point de vue, hein. Ça veut dire que la Banque centrale devrait simplifier énormément son communiqué final et donner plus de directionnel sur ce qu'elle va faire. L'autre point, changer les indicateurs, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'aujourd'hui, on a un indicateur phare qui est un peu l'indicateur de référence, qui est ce qu'on appelle le prix du PCE, hein, le déflateur de la consommation. On prend l'ensemble des biens et services consommés par les ménages américains, on calcule l'évolution de cet indice des prix très large et c'est l'indicateur de référence de la Banque centrale et on exclut tout ce qui est prix énergétique et prix alimentaire. Lui, il serait plus sur un indicateur ce qu'on appelle l'inflation trim, c'est-à-dire que c'est une inflation qui enlève certes les mouvements extrêmes sur les prix, mais pas de manière constante. C'est-à-dire que si par exemple les prix de l'essence ne bougent pas, bon, on le laisse dans l'indice, mais on exclura seulement les 10% des prix qui ont le plus monté, les 10% des prix qui ont le plus baissé, et on garde finalement le noyau dur de l'indice des prix pour voir comment il évolue, et ça doit changer au cours du temps en fonction de l'évolution des prix. Donc
Donc lui, il serait pour une autre référence en termes d'indice des prix. Ça sera compliqué à convaincre tout le monde. Changer d'indicateur, c'est toujours compliqué et ça demande une communication vis-à-vis des marchés, mais ça montre qu'il va y avoir sûrement des changements importants dans l'analyse de la Banque centrale, dans les indicateurs de référence, dans ce qui sera retenu, peut-être des indicateurs plus haute fréquence, une banque centrale qui se positionne plus sur la tendance que sur le dernier prix. Et c'est vrai que dernièrement, hein, on avait pris l'habitude que M. Powell et compagnie nous disent j'attends le chiffre d'inflation du mois de mars, d'avril, de juin pour prendre ma décision. Lui, il sera sûrement sur une logique beaucoup plus de moyen long terme, avec l'idée on regarde en tendance quel est le mouvement, est-ce qu'on est dans un mouvement d'inflation, de désinflation, et on reprend en compte des indicateurs qui sont beaucoup moins volatiles. Donc, changement important en termes beaucoup moins de projections à long terme, indicateurs peut-être lissés, et en tout cas, on cherchera des indicateurs les moins volatiles et peut-être ceux qui seront disponibles de manière beaucoup plus rapide, hein. Donc, on est quand même sur 3 points fondamentaux qui vont changer dans la communication. Alors, c'est vrai que certains points devront être validés par les autres membres du FOMC, c'est loin d'être acquis, hein. Mais par contre, dans la façon de se communiquer, dans les conférences de presse que pourrait donner Monsieur Walsh, on va avoir forcément un grand changement de communication et sûrement beaucoup moins d'éléments de court terme pour les marchés, donc beaucoup moins de visibilité sur ce que fera la Banque centrale sur les prochains FOMC, alors que généralement on nous annonçait, on nous préannonçait un chemin en termes de politique monétaire, ce qui laissera peut-être plus de place à beaucoup plus de volatilité. L'autre point, je dirais un peu déterminant et discriminant, hein, c'est ce qui concerne naturellement la taille du bilan de la Banque centrale américaine. Une taille de bilan qui est très regardée aujourd'hui, hein, qui joue naturellement sur la liquidité sur les marchés. Alors c'est vrai que le bilan de la Banque centrale américaine avait beaucoup progressé. La Banque centrale américaine a fait un quantitative tightening, hein. Elle a progressivement réduit sa taille, mais depuis quelques mois, hein, elle a nettement réduit ce tightening. Elle a nettement réduit le poids finalement de la hausse de la taille de son bilan. Maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus modéré. Alors, pour lui, très clairement, la Banque centrale américaine doit réduire absolument et rapidement la taille de son bilan. Il considère qu'il y a un excès de liquidité, hein. Alors, certains membres ont déjà commencé à réagir, hein, des membres du FOMC, indiquant que, attention, que cette taille du bilan de la Banque centrale, c'est une garantie aussi pour éviter des problèmes de liquidité, notamment pour les banques. Ça facilite le refinancement des banques, ça facilite aussi la liquidité sur les marchés à court terme, mais pour lui, ça pose un réel problème. Il serait sur une vision, encore une fois, très monétariste. La liquidité banque centrale, hein, détermine l'inflation à venir. Et donc, aujourd'hui, dans l'inflation au-dessus de l'objectif de la Banque centrale, c'est pas seulement un problème de taux, c'est un problème d'excès de liquidité. Et ça, c'est un point important. On oublie souvent, on dit, voilà, est-ce qu'il va pas baisser les taux directeurs? Est-ce qu'il va pas être colombe? Mais on oublie souvent que la contrepartie au fait qu'il est prêt à baisser les taux, la contrepartie, c'est qu'il veut reprendre la liquidité. Il considère encore une fois que c'est plus que les taux, c'est la quantité de monnaie qui est en circulation qui explique en grande partie cette inflation. C'est une vision très monétariste, il ne faut pas l'oublier encore une fois, hein. Et donc son idée, c'est de réduire la taille du bilan de la Banque centrale américaine. Alors vous voyez la composition, hein, dans le graphique à gauche du bilan de la Banque centrale américaine. On voit le rôle très important que joue aujourd'hui la Banque centrale américaine dans la détention notamment d'actifs longs, hein, d'obligations du Trésor à long terme. On voit le poids particulièrement important, hein, de ces actifs long terme. On voit le rôle que joue aujourd'hui la Banque centrale américaine dans l'équilibre au niveau des taux d'intérêt sur la partie longue de la courbe des taux, mais aussi son rôle aussi important, qui reste important, sur la partie courte de la courbe des taux. Et ça peut poser un petit problème au niveau des niveaux des marchés obligataires et des anticipations de taux d'intérêt qu'on peut avoir aux États-Unis. Alors pourquoi? Bah, vous le savez, l'un des gros problèmes que l'on a au niveau des États-Unis, c'est déjà un déficit budgétaire qui dérape, un endettement de l'État fédéral qui augmente assez rapidement, et donc des besoins de financement très importants. La stratégie du Trésor américain, c'est de réduire au maximum son endettement de long terme, ou en tout cas de le stabiliser, et tout le besoin de financement supplémentaire va être financé avec les T-bills, avec des obligations à court terme, hein, sur la partie courte de la courbe des taux. Alors ça explique en
grande partie pourquoi Monsieur Trump appelle à une baisse des taux directeurs. Il voudrait que l'État américain se finance avec des taux courts le plus bas possible pour limiter l'impact des taux d'intérêt sur le budget américain. C'est assez logique. Ça explique pourquoi il focalise toute son attention sur la politique monétaire américaine, mais ça traduit aussi peut-être une certaine fragilité du marché obligataire américain aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit que la demande, notamment de titres longs, qui était essentiellement portée par les Japonais et par les non-résidents, pourrait un petit peu s'atténuer dans les prochains mois. Alors pourquoi? Parce que du côté japonais, on a des taux domestiques à long terme qui remontent, avec une banque centrale du Japon qui est en train de normaliser et qui souhaite poursuivre la normalisation de sa politique monétaire. Donc ça veut dire qu'au niveau domestique, les Japonais auront des taux d'intérêt beaucoup plus attrayants et seront moins incités à chercher du rendement. Je vous rappelle que les principaux acheteurs d'obligations du Trésor américain, c'était essentiellement des assureurs japonais pour offrir du rendement aux épargnants japonais. Donc ça, c'est un premier point. Ça pourrait aussi limiter la demande des Japonais. Les Chinois se délaissent progressivement, mais de manière continue, de la dette américaine. Il reste les Européens qui achètent encore énormément de dettes américaines, mais là aussi, on pourrait peut-être avoir aussi un mouvement d'appétit un peu moindre. Donc, en plus, comme l'administration américaine ne désire pas verser d'intérêt à des non-résidents, très clairement, le Trésor américain, son objectif premier maintenant, c'est de se focaliser sur des émissions de court terme et de plus en plus financer le dérapage budgétaire par des dettes de court terme plutôt qu'à long terme. Ça pose un risque, ça pose un risque si la banque centrale monte ses taux. Très clairement, ça alourdit immédiatement les besoins le coût de la dette pour l'État américain et mécaniquement, ça en pose un problème budgétaire. Ça pose un problème notamment si on pouvait avoir un cycle de surchauffe, l'impact de la politique monétaire serait d'autant plus forte qu'elle est une contrainte d'autant plus forte sur les dépenses publiques. Et puis, clairement, ça fait une dépendance au refinancement particulièrement important. Alors, c'est vrai que la réforme bancaire plus la mise en place de stablecoin fait qu'on aura une demande domestique très forte de papier à court terme. Donc, ça va être plutôt positif aux yeux de l'administration américaine. On se refinance à court terme, la Banque centrale américaine baisse ses taux, ça réduit la charge de la dette et en plus, on verse des intérêts à des agents domestiques américains. Le seul problème, c'est que de plus en plus, cette dette de court terme va drainer de la liquidité sur les marchés américains puisque ça sera forcément une substitution à d'autres investissements. On sait qu'aujourd'hui, l'épargne américaine prend beaucoup de risques. On n'hésite pas au niveau des ménages américains à plutôt investir sur la bourse américaine, à financer l'intelligence artificielle. Mais derrière, si les taux courts offrent du taux court sans risque sur la dette américaine offrent un bon rendement, c'est plutôt positif. Et puis face à ça, on va avoir une banque centrale qui veut réduire la taille de son bilan. Or, derrière, ça va être compliqué pour la banque centrale si Monsieur Warsh veut réduire rapidement la taille du bilan de la banque centrale. Ça va être compliqué de vendre des obligations à long terme. Alors, le plus simple, c'est de ne pas renouveler ce qui arrive à maturité. Donc, ça va plutôt peser sur la partie courte de la courbe des taux avec le non-renouvellement de l'endettement de court terme et de la partie du bilan qui est investie sur des dettes de court terme. Donc, ça va faire quand même une pression assez forte aussi sur la partie courte de la courbe des taux. Donc, voilà, si Monsieur Warsh veut vraiment faire réduire la taille du bilan, veut vraiment reprendre de la liquidité, on voit que ça passera par la partie courte de la courbe des taux. Et puis, dernier élément, naturellement, va falloir qu'il se positionne sur ce qu'il souhaite en termes de niveau de taux. Ça sera un mix entre la rapidité à laquelle il reprend la liquidité et la rapidité à laquelle il va agir sur les taux. Mais aujourd'hui, son gros problème, c'est qu'avec l'inflation, on est sur le taux neutre qui recule forcément, puisque le taux neutre, le taux d'intérêt qui est censé ne pas freiner l'économie ni la stimuler, ce taux d'intérêt neutre dépend pour beaucoup du niveau de l'inflation. Or, aujourd'hui, avec l'accélération de l'inflation, on a clairement aujourd'hui un taux neutre qui est beaucoup plus bas. Donc, s'il veut véritablement limiter le risque inflationniste, ça peut passer aussi par une hausse des taux. En tout cas, il y aura un débat. Il y aura un débat sur comment agir sur la politique monétaire, quelle est un petit peu l'action que l'on peut faire entre réduire la taille du bilan ou
monter les taux directeurs, on voit qu'il y a pas mal d'incertitudes sur les outils qui seront utilisés par la Banque centrale américaine, quelles que soient vos projections en termes d'activité et projections économiques. Ah, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces éléments-là. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire qu'on rentre quand même dans une période d'incertitude, une rupture quand même assez importante, hein, entre Monsieur Walsh et Monsieur Powell en termes de communication. Ça va forcément limiter la visibilité qu'on l'on peut avoir sur les futures actions de la Banque centrale, sur les futurs niveaux de taux d'intérêt. Ça va marquer une rupture majeure, hein, dans la communication post-FOMC, hein, dans cette conférence de presse que tient le président de la Banque centrale à chaque issue de FOMC. Lui-même, il a dit qu'il serait plutôt pour une communication moins fréquente, pas forcément à chaque FOMC, et de faire une conférence de presse que quand on a quelque chose à dire. Mais ça serait le pire des scénarios, parce que ça veut dire que dès que la Banque centrale américaine annonce une conférence de presse, ça marque une rupture dans la politique monétaire et ça pourrait faire réagir, surréagir les marchés. Donc ça sera à suivre de très près comment sa communication affecte ou pas la volatilité sur les marchés, mais très clairement, il y a vraiment un biais sur le fait que cette nouvelle communication soit beaucoup plus source de volatilité par rapport à ça, et puis une volonté aussi d'indépendance de Monsieur Wash par rapport aux attentes du marché. Et ça, c'est un élément nouveau, hein. On le disait toujours, si le marché anticipe à 100% une baisse des taux, la Banque centrale n'ira pas contre. Lui, il est clairement sur l'idée qu'on faut absolument pas tenir compte de ces anticipations. Il est vraiment monétariste, hein. Rappelez-vous, les monétaristes purs, ils disaient même que surprendre les marchés est plutôt une bonne chose et ne surtout pas donner d'indications sur ce qu'on va faire, c'était plutôt une bonne chose. Donc retenez ça, c'est un monétariste beaucoup plus dans l'âme que pouvait l'être Monsieur Powell qui se voulait beaucoup plus pragmatique, voulait minimiser la volatilité sur les marchés et donner beaucoup d'indications sur les choses à venir. Dernière chose importante, hein, on est clairement sur une atténuation de ce qu'on a appelé le Fed put, hein, le fait que la Banque centrale était prête à intervenir dès qu'il y avait des difficultés sur les marchés, dès qu'il y avait un problème de liquidité, dès qu'il y avait un problème au niveau des institutions bancaires. Il estime que la Banque centrale doit réduire ses fonctions, que de plus en plus, tout ce qui est lié aux banques doit être régulé par le Trésor américain. Il estime aussi que la Banque centrale n'est pas là pour sauver des acteurs financiers qui seraient en difficulté. Donc là aussi, on est sur un retour en arrière. Peut-être on oublie un peu vite la dernière crise, hein, bancaire qu'on a eue aux États-Unis, mais en tout cas, il est clairement pour plus de liberté sur les banques, mais en échange, hein, avec le fait que la Banque centrale n'est pas là pour les sauver. C'est un peu la contrepartie. Si vous avez plus de liberté, vous prenez vos responsabilités. Et si vous faites défaut, bah, vous prenez vos pertes derrière ça. C'est un peu sa philosophie. Donc ça change pour beaucoup de la philosophie de l'ère Powell, je dirais, de l'ère précédente, hein, Bernanke, Yellen et Powell, où on était sur plus de régulation post-2008, hein, naturellement, plus de régulation, et derrière, bah, finalement, la Banque centrale vient vous sauver si véritablement il y a un problème de liquidité ou un problème insoutenable pour un acteur financier. Là, lui, il est quand même sur cette idée de moins de régulation, mais plus de responsabilité. Donc, la Banque centrale n'est pas là pour vous sauver. Donc, vous voyez que ça marque quand même une autre philosophie pour la Banque centrale. On verra dans les faits, hein, si ça se maintient, mais c'est quand même des éléments importants de changement. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, vous voyez qu'on est loin d'être sur des choses très claires aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes. Ce que je retiendrai, c'est surtout beaucoup un risque de volatilité nettement plus forte sur la partie longue de la courbe des taux. Le fait aussi que la Banque centrale puisse éventuellement reprendre un quantitative tightening, ou en tout cas toutes ces déclarations qui pourraient être amenées à faire de réduction de la taille du bilan, c'est quand même des éléments qui pourraient véritablement induire une pontification de la courbe des taux et créer des tensions sur la partie longue de la courbe des taux. Donc c'est à surveiller. Clairement, on est aujourd'hui sur une phase, sur les 6 prochains mois, sur une phase de plus forte volatilité des taux longs, avec beaucoup plus d'anticipation qui pourrait évoluer au niveau des taux d'intérêt, liés aux indicateurs économiques de référence de la Banque centrale, liés à la communication de Monsieur Walsh, et lié naturellement aux incertitudes propres à l'ensemble de l'économie. Donc retenez beaucoup de volatilité, un dollar qui pourrait être aussi beaucoup plus volatile, et des taux longs aujourd'hui américains qui pourraient connaître beaucoup de volatilité. Et donc naturellement, ça se traduira mécaniquement, hein, par une volatilité plus forte sur les marchés actions. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de cette arrivée du nouveau président de la Banque centrale américaine. Une nouvelle ère s'ouvre sûrement, une nouvelle ère qui débutera
passera par une communication très différente, mais voilà, qui sera aussi importante dans les choix d'investissement et dans la volatilité des marchés. Merci d'avoir suivi ce dessous des data et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.